à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, c'est notre influenceur sur YouTube. Il entraîne ses spectateurs dans des expéditions, vous allez le voir, absolument fascinantes, que ce soit en pleine jungle, sur les sommets les plus inaccessibles ou sous terre. Il s'appelle Nico Mathieu et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus. Et parmi nous aujourd'hui, bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Très contente de vous revoir évidemment comme à chaque fois. Plaisir partagé. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'IA et de musique classique aujourd'hui. Quelles sont les dernières nouveautés en la matière? Quelles sont les relations entretenues entre musique et maths? Ou encore, la créativité est-elle exclusivement humaine? Ce sont des questions qu'on va se poser tout à l'heure. Merveilleux, merci beaucoup. Et puis on va aussi se poser une autre question. À quoi ressemblera le monde en 2040? Alors que la technologie, vous en avez parlé, s'infiltre dans tous les aspects de notre vie et que l'intelligence artificielle redéfinit ce que signifie être humain, une question demeure, est-ce qu'on est prêt? Les jeunes devront non seulement naviguer, c'est vrai, dans un univers dominé par l'IA, mais aussi réinventer leur rapport au travail, à l'éducation et repenser leur place dans une société fragmentée. Alors seront-ils des architectes éclairés de leur avenir ou risquent-ils de se retrouver prisonniers des outils qu'ils créent? On pose la question à notre invité aujourd'hui, Dylan Buffington. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'école du futur. Vous êtes prospectiviste, vous êtes aussi auteur de cette étude dont on va parler, France 2040, et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, dans la jungle, en montagne ou même sous terre, Nico Mathieu, vous allez le voir, ne recule devant absolument rien. Il est explorateur, vidéaste français et il partage sur sa chaîne son quotidien d'aventurier. Voilà une immersion inédite qu'on vous propose aujourd'hui dans les endroits les plus extrêmes du globe, qu'on vous fait découvrir aujourd'hui dans notre focus du jour, signé Dylan Kohler. Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement à Saül, une commune en plein cœur de la Guyane, en Amazonie. Aujourd'hui, cette expédition va être vraiment sous le signe de l'aléatoire. Il va se passer énormément de choses. Allez, c'est parti, la vidéo peut commencer. Lui, c'est Nico Mathieu, véritable aventurier des temps modernes. Ancien professionnel du marketing, mais également grand amateur de parcours, il troque en 2019 son costume pour un sac à dos. Un virage à 180 degrés qui a su conquérir plus de 528 000 abonnés qui suivent de près chaque nouvelle aventure. À seulement 29 ans, sa chaîne YouTube est devenue un véritable carnet de voyage digital. Des Alpes françaises au désert d'Amérique du Sud, Nico nous emmène dans des expéditions toujours plus impressionnantes. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à transformer chaque défi, chaque voyage, en véritable leçon de vie. Ça fait un mois que j'ai embarqué en packraft au pont de Guessabo. Chaque journée a été un spectacle de situations improbables et uniques avec les habitants de la forêt. Cette curiosité mutuelle qui me donne l'impression de faire partie de l'écosystème. La forêt de Taï sera à tout jamais, pour moi, une capsule temporelle des anciennes forêts d'Afrique de l'Ouest. Sa communauté, forte de plus d'un demi-million d'abonnés, ne s'y trompe pas. Ils ne sont pas de simples spectateurs, mais de véritables compagnons de voyage virtuels. Le jeune homme les encourage à partager leurs propres expériences, créant ainsi un véritable réseau d'aventuriers en herbe. Alors, que nous réserve-t-il pour la suite? Entre expéditions toujours plus audacieuses, nouvelles techniques de survie insolites et paysages à couper le souffle, dans un monde où les expéditions semblent réservées à une élite, Nico Mathieu prouve que chacun peut devenir explorateur, ne serait-ce que le temps d'une vidéo. Une invitation en voyage qui ne manquera pas de séduire encore de nombreux internautes en quête d'évasion. Ciao tout le monde. Voilà pour ce portrait qui fait voyager. On va faire autre chose maintenant, parler d'un autre sujet et pourtant Dieu sait qu'il est important. Alors qu'on plonge dans une nouvelle ère façonnée par la révolution technologique, une réalité s'impose. L'éducation, la jeunesse et la technologie sont au cœur des transformations de demain. Alors face à cela, comment préparer les jeunes générations à devenir des citoyens critiques, créatifs et résilients? Comment leur permettre aussi d'évoluer dans un monde où 85% des métiers de demain n'existent pas encore? On va décrypter les grands défis éducatifs et interroger aussi le rôle de la technologie dans la construction d'un futur qui nous ressemble. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et justement, à nos côtés pour en parler aujourd'hui en plateau, Dylan Buffington. Je rappelle que vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, prospectiviste et auteur de cette étude France 2040. Alors c'est vrai que chaque génération est façonnée par ses contextes, ça c'est indéniable. En 2040, justement, quelle sera selon vous la marque distinctive des jeunes générations par rapport à leurs aînés ?
Alors je pense qu'un des points clés, ce sera la réinvention. Il va falloir se réinventer. Je pense qu'on est face à, et on le voit dans le rapport, une décennie qui va peut-être être inédite par rapport à toutes les précédentes. Des transformations qui viennent de partout. On parle beaucoup de technologie, on parle évidemment aussi des limites planétaires. Donc il y a un vrai sujet sur les compétences et arriver à réinventer un monde qui peut-être est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ça va être la question. Eh ben justement, c'est une question qu'on va se poser. Alors, on n'a pas des heures. Pourtant, Dieu sait qu'on pourrait en passer des heures à parler de ce sujet. Mais l'étude évoque une économie, notamment de demain, basée sur l'impact et les passions plutôt que sur le salariat classique. Ce qu'on a vu il y a encore quelques années, ce qu'on voit de moins en moins, effectivement. Pour vous, c'est une tendance, justement, qui va s'accélérer et notamment devenir presque la norme en 2040? Alors oui, il y a un équilibre intéressant. Dans l'étude, on ne croit pas du tout à la fin du travail. On l'a beaucoup annoncé, la disparition à cause de la technologie du travail. C'est pas du tout le cas. C'est une grande destruction créatrice, comme diraient certains. Il va avoir des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont apparaître. Et donc la question, ce sera vraiment comment on conjugue les deux. Même si, de toute façon, quand on regarde les courbes sur le temps long, on travaille de moins en moins, si on regarde sur des décennies. Et donc, il va falloir aussi jongler tout le travail qui est face à nous pour inventer ce monde-là et en même temps les aspirations qu'on a aujourd'hui sur la place du divertissement, du loisir. Après, ce sera le travail d'une autre manière. Ce sera le travail peut-être moins salarié exactement, mais on va avoir besoin de gens qui s'engagent, qui sont dans les associations, etc. C'est ce que j'allais vous dire, parce que ces jeunes, ils sont inspirés par la quête de sens. C'est une génération de quête de sens. Comment repenser la notion de travail, du coup, en partant de ça? C'est ce constat. Alors, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il va falloir réinventer à court terme et à long terme de ce travail. On va parler des compétences évidemment, mais en effet sur ce point de la quête de sens, c'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres, ils sont assez équilibrés. Il y a en même temps cette envie de trouver une place dans ce monde actuel et d'arriver à prospérer, émerger, grandir les échelons hiérarchiques. On n'est pas du tout dans un monde complètement à côté, mais c'est un peu le changement de l'intérieur. On rentre et on essaie de changer les choses de l'intérieur, c'est ce qu'on voit surtout. Le futur pessimiste du rapport, parce qu'il existe aussi, décrit une société pour le coup où l'individu renonce à agir collectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? En fait, ce seraient les dépendances qu'on pourrait installer. La technologie risque de nous mettre dans une situation de dépendance. N'importe qui a testé l'IA aujourd'hui sait que ça peut être très intéressant et ça donne envie d'en faire. Ça pourrait donner envie d'en faire le moins possible. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on garde le contrôle sur tous ces éléments? Parce que si on est dans une dépendance technologique, une dépendance du divertissement, et aussi qu'on petit à petit, on sort un petit peu de cette logique de travail et de réinvention, on pourrait se retrouver, comme dans certains films, à être complètement passif par rapport à tout ce monde qui change. Est-ce que vous pensez que les nouvelles générations pourraient se résigner justement face aux grandes crises écologiques notamment, sociales, face aux guerres? C'est pas du tout ce qu'on voit en tout cas. Dans les chiffres, dans les études, quand on leur parle, il n'y a pas du tout de résignation. Il y a un pessimisme comme un petit peu tout le monde en ce moment par rapport à ce qu'on voit sur des débats qui ont pensé terminés, qui se réouvrent sur le retour de la guerre. Donc il y a une inquiétude, mais dès qu'on creuse un peu, il y a vraiment un optimisme et une envie de changer les choses. Comment ça s'explique ça justement? Quelle est la différence? Je veux dire, quand je disais tout à l'heure que chaque génération est façonnée par ses contextes, quel est le contexte principal selon vous qui explique ça auprès de cette nouvelle génération, cette envie de changement, d'impact et quelque part cet optimisme au sein d'un futur plutôt pessimiste? En fait, ce qui est intéressant, ça vient aussi des différents chocs qu'on est en train de vivre. Il y a 20 ans, quand on était jeune, la promesse était enrichissez-vous, achetez un appartement, etc. Là, ils sont face à un monde qui doit être réinventé, les différents chocs qu'on disait. Et donc, l'envie aussi de faire changer. Alors, ce qui est compliqué, c'est que des fois, ils ont l'impression d'avoir des résistances gigantesques face à eux. Ouais. Mais cette envie de faire bouger les choses est peut-être, là aussi, je le disais, inédite depuis des décennies sur cette capacité à avoir un petit peu une page blanche qu'on arrive à écrire. Ces résistances, elles sont quoi? Politiques, sociétales, systémiques? Alors, il y a beaucoup d'inertie et aussi, c'est un grand mystère. Moi, ça fait 5 mois maintenant que le rapport est sorti et que je rencontre beaucoup de gens. Et c'est vrai que quand on leur parle individuellement, tous ont envie de changer, tous voient les choses, tous une bonne connaissance des enjeux qui sont face à nous. D'accord. Mais il y a cette inertie, il y a cette crainte de bouger tout seul par rapport au collectif. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a écrit le rapport, pour arriver à montrer qu'il faut déjà s'aligner sur là où on veut aller, parce que c'est pas sûr du tout, sinon on navigue un peu à vue. Et ensuite, comment est-ce qu'on s'assure de pousser les différentes autorités, quelles qu'elles soient, pour tous avancer dans ce sens-là. Est-ce que c'est justement ce qui inquiète cette nouvelle génération, qu'on navigue à vue, qu'on ne sait, que le futur quelque part est incertain, qu'on ne sait pas vraiment où on va?
Je pense que c'est ce qui nous inquiète tous. Tous, pas forcément les jeunes. Mais eux, c'est vrai qu'ils doivent trouver leur place dans ce futur et c'est ce qui est compliqué. C'est qu'on leur dit, vous citiez l'étude tout à l'heure du Dell Institute de 2017 qui disait que 85% des métiers n'existent pas encore. On leur dit que les compétences ne seront jamais les mêmes. On leur dit qu'il va falloir qu'ils fassent 12 ou 13 carrières différentes dans leur vie. Ouais. Et donc, eux qui n'ont pas encore de place attitrée dans cette société sont particulièrement fragilisés. Et donc, c'est ce qui explique, on n'en a pas parlé aussi, mais on en parle dans l'étude, les enjeux de santé mentale, de dépression, parce qu'on leur donne peut-être pas la place et on leur met beaucoup de pression. On leur dit c'est vous qui allez devoir changer les choses, nous on ne veut pas changer. Et donc, il y a toutes ces injonctions contradictoires qui fait que c'est pas forcément facile d'être un jeune aujourd'hui. Sacré poids à porter effectivement pour les jeunes générations justement. Est-ce que selon vous, elles doivent être formées à choisir entre progrès technologique et sobriété? Alors, la question des choix, elle va être clé parce qu'on dit, on entend beaucoup, il va falloir les former sur l'esprit critique. Et c'est vrai, par rapport à l'IA, par rapport aux différents chocs, aux manières différentes de faire. Ce qui est compliqué, c'est qu'il va falloir aussi faire des choix sur ce qu'on leur apprend. L'école, on le sait, en France, a beaucoup d'heures. C'est si ce n'est l'école la plus, en termes de nombre d'heures, la plus volumineuse dans l'OCDE. Ouais. Et donc, on ne pourra pas juste ajouter des nouvelles couches d'esprit critique, créativité, etc. Et donc, la vraie question qui est face politiquement, et c'est pour ça aussi qu'on a fait l'étude, pour donner les choix, parce qu'il n'y a pas de réponse dans cette étude-là, c'est est-ce qu'on arrête d'apprendre certaines choses, des savoirs plus classiques, pour apprendre ces nouveaux éléments? Est-ce qu'on apprend le codage? Voilà. Qu'est-ce qu'on leur apprend demain pour qu'ils soient armés à ce monde-là? Et en même temps, comme vous le disiez, parce que la technologie, c'est pas l'alpha et l'oméga, si tout à coup on est dans quelque chose qui sera moins technologique, comment ils perdent pas aussi complètement leur indépendance. C'est ça. Alors l'étude suggère aussi, et sur cette question d'éducation, que la gamification des savoirs pourrait motiver les jeunes, renforcer leur engagement aussi, ça c'est important. Selon vous, à quoi ressemble justement l'école du futur? Vous êtes dans cette émission, ça ressemble à quoi l'école de demain? Alors c'est quelque chose qu'on a creusé dans l'étude. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'école, mais aussi la formation continue dans toute la vie, puisqu'on va devoir de toute façon changer tous de carrière, apprendre des nouvelles compétences. Et donc c'est plus l'école d'aujourd'hui, c'est une école qui doit être beaucoup moins, et c'est aussi là aussi des choix, hein, mais nous ce qu'on propose dans l'étude, peut-être moins théorique, beaucoup plus expérientiel, beaucoup plus ludique, où on fait, parce que les études les plus récentes montrent à quel point on retient mieux un savoir quand on l'expérimente que quand on est assis dans une classe à le recevoir. Et donc c'est quelque chose beaucoup plus sur le jeu, sur le ludique, sur des simulations temps réel, et c'est là aussi où la technologie peut apporter des choses. L'idée, c'est pas que tout le monde soit avec un casque de réalité virtuelle à tester des choses, mais peut-être qu'on peut individualiser les parcours. L'IA peut nous aider aussi à créer des exercices sur mesure pour chaque enfant, qui ensuite fera peut-être en papier si on ne veut pas qu'il soit face à de la technologie. Mais en tout cas, ça peut vraiment aider les professeurs pour les augmenter, même si on ne met pas forcément la technologie directement face à l'enfant. On a encore plein de sujets à aborder avec vous, Dylan. On va en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Dylan Buffington. Dylan, juste avant de reprendre nos passionnants échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'intelligence artificielle et de musique classique. Absolument, parce qu'il y a foule d'intelligence artificielle génératrice de musique, parmi lesquelles on peut citer Boomy, Stable Audio ou Suno. Et moi, j'ai essayé la version 4 de Suno qui est sortie en mars dernier. Et je lui ai demandé, en fait, tout simplement, d'inventer une musique. Je lui ai demandé de faire un chant d'opéra lyrique pour violon et cordes dans le style de Mozart qui parle d'IA et de rêves de moutons électriques. Big up à Philippe Cadic. Alors, c'est pas parfait, vous allez le voir. Mais bon, ça a littéralement pris 5 secondes pour donner cette chose-là. Les chiffres dansent dans mon esprit, des algorithmes en symphonie. Ils parlent des rêves des moutons perdus dans une nuit en pixels éperdus. Bon, j'ai coupé ce magnifique morceau à quelques secondes. Donc, on voit bien que ce n'est absolument pas du classique. Néanmoins, il y a une petite inspiration dans les cordes mozartiennes. Et il y a quand même des petites trouvailles du genre, il parle de rêve de moutons perdus dans une nuit en pixels et perdus, ce qui est quand même un genre impressionnant. C'est que c'est extrêmement rapide à être produit. Mais donc, on est loin, évidemment, d'un air de chant d'opéra lyrique. Les IA s'entraînent, évidemment, plus sur des airs de pop. Donc, le classique est parfois mal représenté, alors qu'il est à l'origine de nombreux programmes de recherche sur les relations entre art, technologie, art et mathématiques. Depuis des années déjà. Depuis longtemps, évidemment. On peut citer notamment la création de l'IRCAM en 1977 par le compositeur Pierre Boulez. Mais si on veut être un peu plus large, eh bien, on peut aller jusqu'à l'Antiquité et Pythagore pour justement comprendre un peu les fondements mathématiques de la musique qui sont alors étudiés par le mathématicien. Lui, il avait notamment théorisé l'octave, cet intervalle entre une note, un do par exemple, et un do un peu plus haut. Pour ça, il avait inventé une machine, le monocorde. Le monocorde, en fait, c'était cette machine qu'on voit là. Et en fait, ce qu'il avait remarqué, c'est que si on faisait vibrer la corde en entier, d'abord, et qu'ensuite on faisait vibrer la corde en appuyant en son milieu, eh bien, on obtenait d'abord le do, et ensuite le do plus élevé, donc de notes qui sont à peu près pareilles. Bref, le mariage entre musique et maths était né. Et loin d'avoir dit son dernier mot quand on voit en effet les avancées de l'intelligence artificielle. Absolument, les prouesses en la matière n'ont fait que se multiplier. J'en veux pour preuve notamment un morceau de Beethoven. Et en fait, on va entendre, voilà. On entend ici l'orchestre symphonique de Bonn qui joue un air fait par IA qui évoque en fait les grandes symphonies de Beethoven, on est d'accord. Et pour cause, en fait, une équipe d'ingénieurs et de musicologues avait donné vie ici à la 10e symphonie de Beethoven. Alors, vous ne la connaissez pas, c'est normal. Elle n'a pas été composée, l'auteur étant mort avant d'avoir pu l'achever, Beethoven, en 1827, Philippines, vous ne l'aurez évidemment. Évidemment, je l'ignorais. Ouais. Et bref, les expérimentations, elles ne s'arrêtent pas à la génération de mélodies, pas à la génération de paroles, évidemment. Elles vont à peu près dans tous les domaines. Des chercheurs allemands, notamment, ont également voulu qu'un robot serve de chef d'orchestre. Et oui, et ça donne ça. Alors là, on est sur d'autres types de prouesses technologiques, non ? Absolument, on est sur un des défis même les plus complexes posés à l'IA et à la robotique, vu qu'un chef d'orchestre, eh bien, c'est pas seulement des indications de rythme, ça transmet, grâce à ses traits, grâce à son corps, eh bien, une intention, une émotion, ça va dire à tel musicien, voilà, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut que tu t'investisses totalement dans ta musique. Et en IA, la problématique, eh bien, c'est notamment celle de l'interaction. L'interaction, c'est un peu un des parents pauvres de l'IA, sur laquelle travaillent actuellement d'arrache-pied les ingénieurs de l'IRCAM avec une technologie qu'ils ont intitulée Somax. Somax, c'est donc une sorte d'improvisateur avec qui on peut travailler. Le musicien, il va entrer des sons. Ici, on peut voir que c'est avec n'importe quoi. Ici, il entre des sons avec des sucettes dans une petite boîte. Et en fait, l'IA, elle va mémoriser ce qui est proposé. Elle va en déduire bien des directions musicales, plus ou moins tonales, plus ou moins atonales, la présence de tel ou tel instrument. Elle va se baser sur le rythme. Et ensuite, en temps réel, eh bien, le musicien va pouvoir co-improviser en réponse avec la technologie. La philosophie d'IRCAM, en effet, c'est que l'IA accompagne le musicien et non pas
le remplace. Parce que ça pose quand même la question de la créativité, tout ça. Eh bien, absolument, et c'est ce que dit en effet le pianiste et mathématicien américano-taïwanais Kit Armstrong pour nos confrères de France Musique. Lui dit, je dis souvent que toute composition, qu'elle soit de Mozart, de Bach ou de Beethoven, eh bien, c'est une collaboration entre un être humain et une intelligence artificielle. Cette dernière consiste en tout la théorie musicale que le compositeur a apprise lors de ses études. On a finalement, dans la théorie musicale, eh bien, beaucoup d'intelligence artificielle, mais pas dans le sens moderne du terme. Et en effet, quand Mozart il écrit une symphonie ou une sonate, il va devoir composer avec des conventions déterminées par une structure musicale de son époque, comme la consonance, comme le contrepoint ou que sais-je, ou la structure formelle, par exemple, de la sonate ou de la symphonie. Et donc, autant se l'avouer, l'IA n'a pas fini de s'immiscer, on le voit avec le rapport de monsieur, dans nos rapports à la création. Donc il faut, selon moi, c'est un conseil qui n'appartient qu'à moi, la recevoir comme un moyen de comprendre notre relation très intime, absolument indéfectible, avec les contraintes, avec les règles formelles, sans oublier évidemment de citer ici monsieur Victor Hugo, qui à cet égard disait la forme, n'oubliez pas que c'est le fond qui remonte à la surface. Oh là 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 là, elle est exceptionnelle, elle s'appelle Jeanne Desfrouilles. Et il s'appelle Victor Hugo. Il s'appelle Victor Hugo. Merci beaucoup, Jeanne, pour ces chroniques toujours aussi passionnantes. On lance ensemble la deuxième partie du talk. De retour, bien sûr, toujours en plateau avec Jeanne Dreyfus, évidemment, mesdames et messieurs, et puis Dylan Buffington. Je rappelle que vous êtes prospectiviste, auteur de cette étude France 2040 dont on parle depuis tout à l'heure, et puis expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Juste avant la chronique de Jeanne Dreyfus, je vous avais posé une question. À quoi ressemblait, selon vous, l'école de demain, l'école du futur? Vous m'avez répondu avec les enjeux de gamification, justement, pour permettre aux élèves d'apprendre d'une manière complètement différente et peut-être un peu plus ludique, un peu plus fun, et de manière, quelque part, à réinventer la pédagogie. On va parler d'un autre sujet, c'est celui des soft skills dans un instant, les compétences psychosociales. D'abord, une question qu'on peut tous se poser, avec 85%, on en parlait tout à l'heure, des métiers qui, en 2030, restent encore inconnus. Comment on peut décider de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas dans l'éducation, dans le système scolaire, système éducatif aujourd'hui ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les métiers n'existent pas, mais on voit arriver, le rapport c'est 2040, c'est dans 15 ans, on voit petit à petit arriver les expertises et les besoins. Et donc, on peut les résumer autour de ce qu'on appelle les trois C des compétences qu'il va falloir développer. C'est tout ce qui est cerveau. Donc, tout ça, tout ce que l'IA n'arrivera pas à faire, la créativité très forte, l'analyse, l'esprit critique par rapport à ce qu'on voit, le cœur. Que l'IA et la robotique n'arriveront pas à faire non plus. L'empathie, la compréhension de l'autre, la capacité à se mettre à sa place et à comprendre le monde un peu avec son point de vue. Et enfin, le corps. Il y a tout autour de l'artisanat. Évidemment, là aussi, la robotique fera beaucoup de choses. C'est peut-être la prochaine révolution qui arrive après l'IA. Mais il y a encore beaucoup de choses que la machine, entre guillemets, n'arrivera pas à faire, que la technologie n'arrivera pas à faire. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut mettre l'accent demain. Vous parliez de l'artisanat. Dans ce cas de la transition écologique, les limites planétaires aussi pourraient justement leur redonner de la valeur à ces métiers de l'artisanat, les métiers manuels, souvent négligés ou alors délaissés aujourd'hui par une majorité des jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont redevenir attractif justement pour une partie de la nouvelle génération? Alors c'est ce qu'on explore dans le rapport. On regarde quel métier pourrait redevenir attractif. Il y a évidemment la question de tout ce qui n'est pas réplicable. La question de l'art est une des vraies questions, mais tout ce qui n'est pas réplicable pourrait reprendre vraiment de l'importance. On pose aussi une question dans le rapport sur la fonction publique, qui est beaucoup décriée. Et peut-être que dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus complexe, et où les gens veulent de l'engagement, peut-être, et on le voit sur les nouvelles vocations, sur les professeurs, etc., qu'il y aura un retour d'intérêt sur ces fonctions. Comment on fait justement pour apprendre quelque part, transmettre à ces jeunes ces métiers de l'artisanat, ces métiers manuels? Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas du tout dans le système éducatif français. Alors aujourd'hui, évidemment, tout ce qui est lié au corps, ce dernier C, est complètement mis de côté dans le système français. Et c'est là aussi qu'il va falloir inventer. Et je le redis tout à l'heure, on ne pourra pas ajouter. Donc la question, pour vraiment l'éducation de demain, c'est qu'est-ce qu'on enlève en termes d'heures, qu'est-ce qu'on ajoute, et aussi de la personnalisation des parcours. Parce qu'aujourd'hui, on part d'un principe d'une école qui est la même pour tous. Est-ce que demain aussi, et pareil, ce sera des choix qu'il faudra faire, sociétaux. Est-ce qu'on décide d'individualiser et de séparer peut-être les différents individus beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui sur là où ils sont forts, là où est-ce qu'ils ont envie d'aller? Quelque part, de ce que je comprends donc, quand je vous entends, d'aller presque vers un modèle anglo-saxon où en fait les jeunes de plus en plus jeunes commencent à choisir les matières, à construire leur programme scolaire quelque part, en choisissant les matières qui
plaisent le plus. Est-ce que c'est ça l'école de demain? C'est la question qui est face à nous, même si là, dans ce modèle-là, ça pourrait aller beaucoup plus loin, parce que par exemple, les métiers du corps ne sont pas non plus complètement exploités dans l'anglo-saxon. Donc, se pose cette question-là. Et c'est notre choix collectif. Et après, je voudrais quand même revenir sur quelque chose, parce que le rapport, il n'est pas complètement technophile. Il y a quand même ces questions-là sur la technologie. Aujourd'hui, dans les décennies qui viennent, dans un autre rapport sur vraiment la technologie, on pose la question des infrastructures, des ressources, parce que pour faire tourner ce monde qu'on est en train d'imaginer, ça va être des besoins gigantesques qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. La technologie verte, entre guillemets, l'IA verte, les data centers verts, etc., aujourd'hui n'existent pas complètement. On ne pourrait pas faire tourner ce monde-là. Et donc, il y a aussi peut-être une autre alternative, et c'est pour ça qu'on explore à chaque fois plusieurs scénarios, où en fait la technologie sera peut-être pas au cœur, et donc là, l'accent sera beaucoup plus mis sur les limites planétaires, etc. Et donc, ça pose aussi d'autres questions en termes de compétences. Bien sûr. L'étude évoque aussi une technologie invisible, omniprésente, ce sont vos mots, opérant sans intervention humaine, l'intelligence artificielle. Bien sûr, on en a parlé aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut être un levier d'émancipation, quelque part, d'une génération, d'une société, d'une population, ou est-ce qu'elle risque de nous rendre dépendants ? C'est exactement le point. Je le disais tout à l'heure, et quand on regarde les études, on travaille de moins en moins. Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de temps disponible pour faire autre chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là ? On travaille de moins en moins vis-à-vis par rapport à quand ? Si on regarde les courbes il y a 100 ans, vraiment sur le temps long, on travaille 19e siècle, 20e siècle, quand même de moins en moins. Okay. Après, la question, en effet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre ? Si c'est pour du divertissement, et on le dit dans l'étude, si c'est pour basculer d'une société du travail, une société du divertissement, où on sort plus de chez soi et on est abreuvé de contenu, comme ça pourrait être le cas aujourd'hui, surtout que l'IA pose aussi la question de la création de nouveaux contenus. Est-ce que même en tant qu'humain, on aura besoin de créer du nouveau contenu, ou est-ce que notre rôle, ça va être de le trier et de faire un peu la curation de tout ce qui existe déjà ? Et donc, c'est vraiment ça la question de ce qu'on fait de ce temps disponible. Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'engagement, les gens s'investissent, et donc on peut être optimiste sur ce point-là. Optimiste sur ce point, peut-être un peu plus pessimiste sur un autre. Est-ce qu'on est prêt à vivre dans une société qu'on présente parfois comme celle de la post-vérité, dominée par des deepfakes et des bulles de filtre, justement ? Ça, c'est vraiment une compétence clé qu'on met au cœur du rapport, c'est apprendre cet esprit critique. Il y a des initiatives qui sont faites aujourd'hui un peu de manière à droite à gauche. Il n'y a rien qui est pensé de manière macro. Peut-être que demain, un exemple, ce serait que plutôt que de faire rédiger des papiers ou des notes aux étudiants, c'est de les faire rédiger par des IA, et les étudiants le relisent et trouvent les fautes. Et donc, il y a toutes ces expérimentations qui sont en cours. Mais évidemment, ça va être un point clé, parce qu'on ne peut pas devenir un bon citoyen, parce que c'est aussi ça le rôle de l'école. C'est pas juste d'avoir le bon métier. On ne peut pas devenir un bon citoyen si on n'a pas les armes derrière pour faire face et créer une vraie démocratie. Avec tout ça, avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission, Dylan, est-ce que vous pensez que la France peut encore influer sur son destin collectif d'ici 2040 ? Alors j'ai beaucoup la question. C'est un rapport qui, alors il y a des parts d'ombre dans le rapport, parce qu'il y a aussi qu'est-ce qui se passe si on ne change pas. Oui. Mais à chaque fois on a voulu écrire un scénario positif pour montrer que si on change, mais c'est maintenant en effet qu'il faut changer, et c'est la conviction qu'on a avec la Fondation Jean Jaurès, c'est maintenant qu'il faut prendre en main notre destin. Ouais. Évidemment, il reste toujours une voie possible. L'humain s'adapte, change. On ne va pas tous disparaître. Et donc, évidemment, qu'il y a une voie possible pour que les choses s'améliorent et aillent bien demain. D'ailleurs, c'est vrai, vous insistez sur l'importance d'être proactif plutôt que défensif. Quelles leçons, justement, on peut tirer des erreurs passées pour anticiper les crises futures ? Peut-être, c'est justement d'arriver à faire un petit peu plus de prospective. C'est quelque chose qui est assez peu développé en France. Il y a des endroits très précis, par exemple, sur les limites planétaires et l'écologie. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se font au niveau de l'ADEME, etc. La question, c'est comment on le fait sur tous les autres niveaux. Sur ce qu'on est en train de voir arriver, sur les guerres d'affinité, sur l'IA, etc. Il y a assez peu de réflexion de temps long. Et donc la question, toujours, que ce soit une entreprise ou une société, c'est où est-ce qu'on veut que le monde soit dans 20 ans, et ensuite comment on crée ce monde-là. Et le rapport, il est là pour poser des questions. On peut ne pas être d'accord avec des choses qu'on dit dans le rapport, mais ce qui est important, c'est que collectivement, on se mette ensemble, on décide où on veut aller, et après, petit à petit, c'est beaucoup plus facile d'avancer quand on sait où on va que quand on navigue à vue. Ça, je suis bien d'accord, effectivement. En tout cas, c'est une véritable plongée, justement, dans le monde de demain. Le monde, à quoi il ressemblera en 2040, c'est la question que vous vous posez dans ce rapport, dans cette étude France 2040. Merci beaucoup à vous, Dylan, d'avoir été parmi nous. Dylan Buffington, je rappelle que vous êtes prospectiviste, auteur de cette étude, bien sûr, et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était, comme d'habitude, absolument passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous, comme tous les jours, dès demain, dès 12h30, on se retrouve bien sûr sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.